Bonjour tout le monde. Mon nom est Isabelle Fagui. Je suis une femme autiste, j'ai 44 ans. Je suis aussi étudiante en technique d'éducation spécialisée, je fais du bénévolat, entre autres pour l'ADEC, l'Association d'autisme de l'Est du Québec. Ce soir, je vais vous parler des différentes façons dont j'ai fait des apprentissages tout au long de ma vie. Je vais faire une mise en garde avant de commencer. C'est que la présentation que vous allez voir, elle se réfère à mon vécu. Mon vécu peut être différent de celui d'autres personnes autistes. Parce que chaque être humain est unique. Quand il est question d'aider une personne autiste à faire un apprentissage, les intervenants pensent toujours que c'est nécessaire de procéder à un long enseignement par des micro-étapes. C'est vrai que dans beaucoup de situations, ça m'aide énormément de découper un apprentissage en petits apprentissages. Mais souvent, les intervenants, ils vont me poser des questions comme comment ça se fait que tu es si différente de mes autres clients autistes? Ou bien, ils vont me demander comment tu as fait pour apprendre telle affaire que j'arrive pas à enseigner à mes autres clients autistes. Presque à chaque fois, la réponse, c'est que ces choses-là, je les ai appris via des déclics. Puis ces déclics-là ont eu des éléments déclencheurs ou catalyseurs. Par exemple, l'arrivée d'une personne à ma vie, la lecture d'un livre, la participation à un cours, ou tout simplement le fait de ne pas avoir eu d'autres options que de me débrouiller. Mon message aujourd'hui, c'est que si on se limite à une seule méthode d'enseignement, on va passer à côté d'une multitude d'occasions d'apprentissage. J'ai toujours été autiste, bien sûr, parce qu'on est autiste et on va finir sa vie autiste. L'autisme, c'est pas une maladie, c'est une condition neurodéveloppementale, donc c'est présent toute la vie. Concrètement, l'autisme, c'est une façon de penser qui est différente, une façon de traiter les informations sensorielles qui est différente, aussi une façon différente de ressentir les émotions et de communiquer. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai eu mon diagnostic seulement très tard. Je l'ai eu environ à 37 ans. Et c'est que l'autisme, c'était méconnu au Québec quand j'étais enfant. Et donc, les adultes autistes, ils n'ont pas su voir mes difficultés comme étant des symptômes d'autisme. On me disait que j'étais paresseuse, opposante, toutes sortes d'autres choses. Toute ma vie, je sentais bien que j'étais comme à côté des autres et qu'il y avait plein de choses qui m'échappaient. Je posais des questions pour comprendre, mais généralement, les gens refusaient de répondre. On me disait des choses comme « Ben voyons, t'es assez intelligente pour savoir ça. » Ou c'est évident que tu sais très bien ce que tu fais. Ou cesse de faire de l'opposition. Mes questions étaient pourtant sincères, mais les gens me prêtaient des intentions malveillantes et même des fois machiavéliques. Pourtant, je savais pas mentir, ni manipuler, ni blesser délibérément, c'est-à-dire. Je restais dans le néant, parce que je savais pas ce que j'avais fait de mal. Puis donc, je répétais les mêmes erreurs, puis ça me valait au mieux des reproches et des punitions, puis au pire, l'exclusion du groupe et même de la violence. À l'automne 2016, après 2 ans de suivi très serré, ma toute jeune médecin de famille a décidé de demander une nouvelle évaluation psychiatrique, qui a eu lieu en janvier 2017. Malgré d'autres évaluations psychiatriques, beaucoup de mes déficits et de mes anomalies n'avaient jamais été détectés. Les psychiatres y avaient juste identifié une anxiété élevée, puis un évitement des interactions sociales. Le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme a été un grand soulagement. Je comprenais enfin pourquoi j'avais eu autant de difficultés à répondre aux attentes que les autres avaient envers moi. Le diagnostic, ça m'a aussi permis de trouver d'autres personnes qui vivent les mêmes difficultés que moi, de me sentir comprise et puis d'échanger des trucs et conseils. Je vais maintenant vous raconter ma vie en ultra résumé, en incluant des exemples de déclics qui m'ont permis de faire des apprentissages dans toutes sortes de domaines. Par exemple, on va parler de communication, de psychologie, mais aussi des choses super pratico-pratiques comme organiser, planifier. Après mon histoire, il y a eu une période de questions. Malheureusement, dans cette version de la vidéo, vous allez avoir seulement mon histoire. L'école primaire et secondaire ont été super faciles au niveau académique, mais pénibles au niveau social. J'étais régulièrement agressée par les autres élèves.
On me volait mes livres, on m'insultait, on me frappait, et beaucoup d'autres violences et abus. J'adorais apprendre. Mais aller à l'école, pour moi, en tant qu'enfant, ça correspondait à aller sur un front de bataille, sans fusil, sans entraînement. Chaque jour, j'avais très peur d'aller à l'école. J'en vomissais régulièrement. Je comprenais pas du tout pourquoi j'étais toujours la cible des jeunes harceleurs, ni pourquoi les profs me détestaient et donc ils me défendaient pas. Aujourd'hui, je le sais que les profs aiment pas quand on pointe leurs erreurs devant le groupe. Mais à l'époque, il y a personne qui a jugé utile de m'expliquer quand je suppliais de clarifier qu'est-ce que ça veut dire respecter l'autorité. Ben voyons, tu le sais, mais non, je le savais pas. J'ai fini par comprendre la notion d'autorité quand ma sœur a rejoint les cadets de l'armée et que ça m'a donné l'idée de lire un livre sur l'armée. J'ai trouvé un organigramme des grades dans l'armée. J'ai lu aussi une longue explication de la chaîne de commandement, les responsabilités, les devoirs de chacun et plein d'autres informations qui m'ont permis de me faire une représentation mentale de la notion d'autorité. À partir de ce point-là, je pouvais décider quand je souhaitais me soumettre à l'autorité et quand je préférais délibérément m'y opposer. C'est quand même arrivé pas mal souvent que je me suis opposée à l'autorité, mais au moins là, j'étais punie en sachant pourquoi je l'étais. Je suis loin d'être la seule enfant autiste qui s'est mise dans le trouble avec les professeurs. Anna Gadsby, qui est une humoriste australienne et une personne autiste, a même fait un monologue hilarant et aussi très instructif sur ce sujet-là. Je vous le recommande vivement. Revenons au sujet de mon enfance. Une de mes activités préférées après l'école, c'était de lire le dictionnaire que nous avions à la maison. C'était un dictionnaire bien standard, là. Je l'ai lu au complet pendant mon école primaire. 2 fois. Ah ouais. Ça m'a permis de découvrir qu'un mot peut avoir plusieurs significations. Il y avait aussi une section de proverbes. Ça m'a initié aux métaphores, au double sens, au sarcasme et les autres figures de style. C'est comme ça que j'ai commencé à soupçonner que des phrases qu'on me disait souvent avaient probablement un sens caché. Par exemple, une phrase qui était très populaire à mon époque, c'était c'est pas nécessaire d'être plus catholique que le pape. Ou encore la nuit, tous les chats sont gris. Lire des livres, c'est un mode d'apprentissage qui est efficace pour moi. Souvent dans les cours, les ateliers, les autres formations, on t'enseigne quoi faire ou pas faire dans telle situation. Mais on te dit pas les raisons sous-jacentes qui expliquent pourquoi il faut faire telle ou telle chose. À force de discuter avec des centaines d'adultes autistes, j'ai réalisé que, contrairement aux personnes neurotypiques, nous, on a besoin de comprendre le pourquoi du comment, comme dirait mon père. Nous, on doit apprendre très en détail et en profondeur les tenants et les aboutissants d'une situation. Sinon, on peut pas généraliser nos apprentissages dans d'autres situations. Ça, c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux autistes. Vous n'arrivez pas à généraliser. C'est pour ça que quand on nous enseigne, par exemple, que c'est pas bien de répondre que le bébé est laid si on demande comment on le trouve, on pourra pas généraliser ça à une autre situation très fréquente comme « Est-ce que ma robe me va bien? » Pour qu'on arrive à généraliser, il faut qu'on nous explique les fondements psychologiques qui font que répondre que le bébé est laid ou que la robe fait pas bien, ça risque de créer des gros dommages chez une personne qui a l'ego fragile. Une fois qu'on est muni de cette compréhension-là de la psychologie neurotypique, on va pouvoir généraliser aux autres questions qui sont susceptibles de blesser l'ego de notre interlocuteur. On va même pouvoir probablement apprendre à repérer les personnes à l'ego fragile si on nous enseigne comment, parce qu'il y a moyen lorsqu'on parle avec une personne de s'en apercevoir. Et croyez-moi, on va être particulièrement vigilant et attentionné dans nos interactions avec ces personnes-là, parce que contrairement à la croyance populaire, la majorité des personnes autistes, elles ont beaucoup d'empathie et elles veulent apporter du positif dans la vie des autres. Ça nous fait mal quand on se rend compte qu'on a fait mal à quelqu'un. Mais pour parvenir à pouvoir pas blesser les autres, on a besoin d'être informé sur les notions de psychologie et de communication neurotypique. Si vous donnez des livres à une personne autiste, donnez-lui toujours des livres du niveau le plus avancé qu'elle peut absorber. Par exemple, quand j'étais en 3e année du primaire, je comprenais très bien le contenu de livres et de manuels de niveau cégep. Au secondaire, je lisais des livres de niveau universitaire.
Il y a bien des enfants et des ados autistes qui trouvent les livres pour enfants plus difficiles à comprendre que ceux pour les adultes. Parce que le contenu des livres pour enfants, c'est souvent présenté sous la forme d'une histoire. Il n'y a pas de structure logique dans le sens d'un livre de cégep ou d'université, par exemple, où ça va être chapitre 1, point 1.1, point 1.2. Donc, ça va être très structuré, tel sujet, sous-sujet. Donc, et puis aussi, les images dans les livres pour enfants sont fantaisistes la plupart du temps. Donc, c'est peu adapté pour un esprit qui a besoin de photos, de diagrammes techniques ou des organigrammes, peu importe. Malheureusement aussi, comme je démontrais un intérêt pour la biologie et toutes sortes d'autres sujets scientifiques et techniques, il n'y a aucun adulte qui a jugé utile dans mon enfance ou mon adolescence de me donner l'idée de lire des livres de psychologie, de communication, de sociologie ou d'autres sciences sociales. C'est seulement à l'âge adulte que j'ai moi-même eu l'idée d'en lire, quand une amie m'a prêté le livre qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous ». En lisant ce livre, j'ai découvert à quel point les autres pensaient et ressentaient différemment de moi. Et j'ai pu commencer à utiliser les stratégies qui étaient expliquées dans les livres de psychopop, de psychologie, de communication, et croyez-moi, ça a drôlement amélioré mes relations interpersonnelles. Mes nombreuses années dans les scouts m'ont beaucoup aidé à améliorer ma capacité à me repérer dans l'espace et me représenter l'espace. Dans les scouts, on apprenait les points cardinaux, leur relation avec le mouvement du soleil, l'utilisation d'une boussole, d'une carte routière, d'une carte topographique. Le scoutisme, c'était le loisir parfait pour moi. C'était un environnement très encadré. Il y avait des règles et des attentes qui étaient claires et nommées. On te disait ce qu'on attendait de toi. Les scouts avaient aussi un programme éducatif qui était diversifié. Il y avait des badges que tu pouvais obtenir. Et tu pouvais obtenir tes badges soit en exécutant des activités d'apprentissage technique, mais il y avait aussi des badges qui concernaient le développement personnel et ça, c'était parfait pour moi. Les consignes pour obtenir les badges étaient très claires, tout en laissant de la place à la créativité et à l'exploration. Bref, c'était un environnement dans lequel on te poussait à dépasser tes limites, mais c'était aussi un environnement qui était sécurisant et sécuritaire pour le faire. Chez les scouts, j'ai appris à planifier, organiser, financer, animer des activités pour des petits groupes ou des grands groupes jusqu'à 100 personnes. Comme on était groupés en équipes et que les équipes ne changeaient pas en cours d'année, ça obligeait les membres d'une équipe à travailler ensemble. Ça nous obligeait à utiliser les forces de chacun pour pallier aux limites les uns des autres. Ça m'a appris à participer dans une équipe en vue de l'atteinte d'un objectif commun. Par exemple, en planifiant des camps d'été et d'hiver. J'ai appris toutes sortes de choses aussi. J'ai appris à estimer les ressources requises. Qu'est-ce qu'il faut amener comme nourriture et vêtements, par exemple? À gérer les risques, à budgéter, à remplir de la paperasse administrative, à négocier avec les autorités, par exemple pour louer un terrain, etc. Toutes sortes de choses qui sont très utiles dans la vie d'adulte. En fait, je pense pas que j'aurais pu intégrer le marché du travail si j'avais pas eu ce passage chez les scouts. Plus tard, quand j'ai commencé le cégep, je suis devenue animatrice. Comme les autres futurs animateurs, j'ai suivi la formation Badge de bois de l'Association des scouts du Canada. Dans cette formation-là, j'ai appris les bases de la dynamique des groupes, les styles de leadership et beaucoup d'autres choses. Vraiment, les scouts m'ont permis d'être prête pour la vie d'adulte et le marché du travail. Mon père était informaticien. Il avait sa propre petite entreprise. J'ai eu l'opportunité de l'accompagner chez plusieurs de ses clients parce que dans ce temps-là, les normes du travail n'étaient pas aussi sévères au niveau de la sécurité. J'ai été dans une coopérative agricole, un couvoir, un restaurateur, une usine de textile, une entreprise de camionnage et quelques autres. J'ai aussi grandi dans un village à l'époque où il y avait encore dans chaque village un boulanger, un garage de mécanique générale et agricole, une petite épicerie et plusieurs autres commerces, ateliers et des petites usines aussi. Et il y avait plusieurs entreprises agricoles autour de chez moi. Il y avait des producteurs laitiers, de bœufs, de volailles. Toute cette exposition aux entreprises les plus variées, toutes ces visites industrielles avec mon père et aussi les visites impromptues aux agriculteurs autour de chez moi, ça m'a amené à réaliser que ces entreprises étaient interdépendantes les unes des autres. En regardant mon père déboguer le logiciel comptable de la coopérative agricole, j'ai remarqué dans la liste des clients le nom du couvoir qui était client de mon père et aussi le nom de l'agriculteur le plus près de chez mes parents. Aussi, l'entreprise de camionnage, qui était cliente de mon père, bien,
Elle transportait du bois pour un autre agriculteur qui, lui, nous vendait notre bois de chauffage et dont j'avais visité l'érablière. Puis cet agriculteur-là vendait des produits de l'érable au restaurateur qui était client de mon père. Toutes ces constatations ont commencé à s'additionner dans mon cerveau d'enfant et j'ai fini par poser des questions aux adultes. Pourquoi? Comment? Toutes sortes de questions. Jusqu'à un moment donné où j'ai posé des questions au comptable d'une de ces entreprises, pendant que mon père faisait du débogage sur son ordi. Et cet homme a pris le temps de m'expliquer le concept de la chaîne de distribution. Les producteurs, les transporteurs, les transformateurs, les entreposeurs, les distributeurs en gros, les revendeurs, les entreprises de services et tout le reste. Le comptable m'a aussi expliqué les diverses catégories de métiers, de professions et les niveaux de scolarité. On peut faire un cours au secondaire professionnel, au cégep, à l'université. Cette leçon au sujet de l'organisation de notre société, ça m'a permis d'enfin comprendre à quoi ça servait d'aller à l'école. D'habitude, on me répondait toujours « ça sert à pouvoir occuper un bon emploi ». Ce qui avait aucune signification pour moi. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un emploi? Personne ne me l'avait expliqué. Et pourquoi est-ce que je devrais vouloir un emploi? Moi, quand j'étais enfant, j'étais parfaitement heureuse de lire tranquille dans mon coin. Pourquoi diable j'aurais voulu faire autre chose que ça de mon temps? Ce jour-là, j'ai compris qu'il faut des gens pour extraire les matières premières de l'environnement, d'autres pour les transformer, d'autres pour les transporter, les vendre, que sinon il n'y aurait rien sur les tablettes de l'épicerie. Et que chacun doit trouver sa place quelque part dans cette grande organisation sociétale. Et qu'aller à l'école, bien, ça sert à ça, à te préparer à ton futur emploi dans la société. Quand j'ai commencé le secondaire, je préparais mes lunchs pour l'école. Au début, je préparais des sandwichs, mais c'était lent. Et ça m'a mis en retard plusieurs fois. Parce que, croyez-le ou pas, je n'arrivais pas à comprendre qu'il faudrait que je me lève plus tôt pour avoir le temps de préparer un lunch. À un moment donné, j'ai lu un livre de cuisine d'expédition et j'ai vu une recette qui consistait à faire cuire des céréales dans un thermos pendant la randonnée. Tu les mets dans le thermos avec de l'eau bouillante, puis tu pars en randonnée. Quelle idée géniale, hein? À partir de ce moment-là, je préparais toujours la même chose pour mes lunchs. Du riz minute rice que je laissais cuire dans mon thermos tout l'avant-midi. Je cherchais pas les autres ingrédients, là, c'était de l'eau bouillante et du riz, c'est tout. Je faisais mes lunchs, mais aussi mes déjeuners et bien d'autres choses encore, par nécessité, faute d'un parent disponible physiquement ou mentalement pour le faire. Comme j'avais pas le luxe d'un parent surprotecteur pour faire les choses à ma place, je devais franchir moi-même les montagnes nécessaires à ma survie. Pendant toute mon enfance, on me disait que j'étais sans cœur. J'avais lu dans le dictionnaire que l'expression sans cœur, ça signifie ne pas avoir de compassion et être insensible aux besoins des autres. Mais chaque fois qu'on me disait ça, j'avais aucune idée pourquoi. Alors, je me suis mis à observer. Et à force d'observation, j'ai remarqué qu'on me disait presque toujours ça dans la même circonstance. Il y a une personne qui disait qu'elle était triste à cause de moi, sans que je comprenne pourquoi et sans qu'on me l'explique. Chaque fois, j'agissais pourtant avec compassion, avec empathie, avec sympathie même, parce que je m'en voulais énormément que cette personne soit triste à cause de moi, même si je comprenais pas pourquoi. Donc, je faisais la chose la plus attentionnée possible. Je laissais la personne tranquille et j'allais faire autre chose. Vous trouvez que j'étais sans cœur? En toute franchise, si vous êtes neurotypique, c'est sûr que vous trouvez que j'étais sans cœur. Pourtant, moi, quand je suis triste, la chose la plus attentionnée que vous pouvez faire, c'est ça, me laisser tranquille et aller faire autre chose. Pourquoi? Parce que quand je suis triste, je ressens une grosse vague d'émotions incompréhensibles. J'ai besoin de temps pour ressentir ces émotions et pour comprendre pourquoi je les ressens. Et pendant ce temps-là, je suis pas en mesure de gérer en plus des informations sensorielles, par exemple des paroles ou des gestes. J'ai besoin d'avoir le moins d'informations sensorielles possible pour avoir le plus de disponibilité dans mon cerveau pour traiter l'information émotionnelle. Donc, je faisais prendre preuve d'une grande empathie. De la même façon que les personnes neurotypiques, qu'est-ce que je faisais? Je me demandais,
qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si j'étais triste? La réponse était s'excuser, même si je comprends pas de quoi je suis supposée de m'excuser. Ça faisait en sorte que mes excuses avaient pas l'air très sincères parce que je pouvais pas donner une excuse plus élaborée que je m'excuse. Je pouvais pas dire je m'excuse parce que je savais pas de quoi j'étais supposée m'excuser. Mais en tout cas, je m'excusais. Et ensuite, je laissais la personne tranquille. Bon, bien sûr, là, maintenant, après avoir lu des romans, je le sais que vous préférez être consolé. Je sais que vous êtes capable de traiter en même temps vos émotions et une conversation. Maintenant, je le sais, mais pas quand j'étais enfant. Si j'avais pas lu tous ces romans durant mon adolescence, j'aurais jamais su que les neurotypiques aiment jaser quand ils sont tristes. Si j'avais pas lu de livres à propos de l'autisme quand j'ai eu mon diagnostic, je saurais probablement toujours pas aujourd'hui que vous êtes capable de traiter plusieurs types d'informations en même temps. Par exemple, de l'information émotionnelle et de l'information sensorielle. Comme disent les adultes autistes, le problème de l'empathie est à double sens. Nous, les autistes, nous n'arrivons pas à imaginer ce que les personnes neurotypiques voudraient. Et les personnes neurotypiques n'arrivent pas à imaginer ce que nous, on voudrait. C'est pourquoi le dialogue est si important. C'est pourquoi on ne devrait jamais tenir pour acquis que l'autre a les mêmes besoins, désirs et objectifs que nous. Et ça, même si l'autre personne a le même neurotype que nous. Que ce soit deux autistes ensemble ou deux neurotypiques ensemble, on devrait quand même toujours demander pour s'assurer d'avoir une bonne compréhension de la situation. Une chose à propos de moi qui rend toujours les intervenants perplexes et les amène souvent à remettre en question mon diagnostic d'autisme, c'est ma capacité à relativiser. Bon, s'ils m'avaient connue quand j'étais enfant ou adolescente, ils auraient vu une toute autre Isabelle, une Isabelle toute binaire. Ma compréhension de l'univers en tant qu'enfant autiste et probablement beaucoup, ça a été influencé parce que j'ai été élevée dans un contexte fortement catholique. Donc, ma compréhension de l'univers, ça se limitait à « il y a des règles à respecter ». Si tu les respectes, tu fais le bien et donc tu es une bonne personne. Et si tu le respectes pas, tu fais le mal et donc tu es une mauvaise personne. J'étais une enfant et une adolescente incroyablement naïve et honnête. Ce qui m'a d'ailleurs causé bien des problèmes. Par exemple, toutes les fois où les professeurs demandaient qu'est-ce qui a fait tel mauvais coup, par exemple, qu'est-ce qui a lancé le crayon, et bien sûr, moi je répondais à une question, je donnais une réponse. J'avais pas aucune mauvaise intention, je faisais juste répondre à la question, et je faisais pas du tout le lien entre ce que je comprends maintenant qui était une dénonciation et le fait que plusieurs enfants de la classe se réunissaient à la sortie des cours pour me battre, frapper. J'avais aucune idée de pourquoi je souffrais toute cette violence. À moi, cette violence-là semblait gratuite. Je vous le dis, l'école, c'était terrifiant pour moi. Je comprenais vraiment rien de ce qui se passait autour de moi. J'ai compris la relativité au secondaire, quand j'ai commencé à m'intéresser aux règles de la route. Parce qu'il y a eu deux voisins qui s'étaient obstinés au sujet de quel côté de la rue les vélos doivent rouler. Ça m'a intrigué toute cette affaire et j'ai déniché une copie du code de la sécurité routière et je l'ai lu. Moi, j'avais des drôles de lecture, le dictionnaire, le code de la sécurité routière. J'ai ensuite constaté que très peu de gens respectent le code de la sécurité routière. À un moment, j'étais en voiture, en tant que passagère, avec un adulte de mon entourage. On roulait dans un rang peu fréquenté, comme sur la photo, là, et on allait chez un agriculteur. Et j'ai dit au conducteur, « Hey, tu roules trop vite, la limite est de 80 km/h. » Il m'a répondu, « Ben, c'est pas grave, y a personne. » Moi, j'ai dit, « Ben oui, c'est grave, tu respectes pas la loi. » Le conducteur m'a dit, « Ben, c'est pas grave, y a jamais de policier dans le rang. » J'étais dans l'incompréhension totale suite à sa réponse. Je voyais pas le lien entre la présence ou l'absence de policiers et son non-respect de la limite de vitesse. Alors, je lui ai demandé, ben, c'est quoi le rapport? On disait ça dans le temps. Le conducteur est encore patient. Il me répond, il n'y a pas de risque que je me retrouve avec une contravention puisqu'il n'y a pas de policier. Ok, je comprenais toujours pas. Donc, j'ai répété ma question. C'est quoi le rapport? Tu dépasses 80 km/h et on doit pas dépasser les limites de vitesse. Là, le conducteur était visiblement maintenant irrité, là. Et il m'a répondu, oui, je dépasse 80, mais c'est sans importance parce que j'aurai pas de contravention. Je comprenais toujours sincèrement pas du tout sa réponse. Et je voyais que mon
interlocuteur allait pas me donner plus de réponses, alors je me suis dit, t'es mieux de réfléchir, Isabelle. Et donc, je réfléchis, et à un moment, j'ai compris, et j'ai demandé, OK, donc, c'est correct de dépasser la règle de vitesse si on est certain de pas se faire prendre par la police. Le chauffeur m'a répondu, ben là, faut pas exagérer, là, faut pas rouler trop vite non plus, faut pas faire un accident. Mais tout le monde dépasse les limites quand il y a pas de policier, alors je vois pas pourquoi je le ferais pas aussi. Ce jour-là, j'ai enfin appris, j'avais 15 ans, pas 5 ans, 15 ans. J'ai enfin appris que c'est socialement acceptable de pas respecter une règle pourvu que tu te fasses pas prendre. J'ai aussi appris à mon plus grand étonnement, et c'est ça qui était le pire, je pense, c'est la raison. La raison, c'est que c'est correct parce que les autres le font aussi. Je comprends toujours pas la logique de cet argument. Mais je sais maintenant que si les autres font telle affaire interdite, j'ai aussi le droit de le faire. Par exemple, comme les autres, là, au cégep, j'enlève mon masque dans l'isoloir à la bibliothèque si je suis certaine que personne va me voir. Mais allez pas croire que ça veut dire que j'imite tout le monde tout le temps. Je reste une personne fondamentalement intègre et honnête. Ça me rend très mal à l'aise de faire le moindre contournement d'une règle. Quand j'avais mon entreprise, ça me causait d'ailleurs un désavantage concurrentiel parce que j'arrivais pas à abuser des clients, fournisseurs et employés comme le faisaient mes compétiteurs. Je payais mes fournisseurs à temps, je payais toutes les heures à mes employés, etc. Et donc, mon entreprise était significativement moins profitable à cause de mon honnêteté. Par contre, je perdais jamais de clients. Il y a quand même des avantages à être honnête et intègre. J'ai jamais eu de perception du passage du temps. Ça m'échappe totalement. Je vis dans un moment présent infini. Étant donné que je perçois pas le passage du temps, j'ai beaucoup de difficulté à répondre à des questions comme combien de temps ça va prendre pour cuisiner le souper? Ou combien de temps est-ce que je dois prévoir pour me préparer pour l'école? Quand j'étais enfant, en plus, pas percevoir le temps, j'avais aucune compréhension du concept théorique du temps. Le temps, c'est une notion qui est particulièrement abstraite. Quand on m'a appris comment lire l'heure sur une horloge, j'ai compris que ce que les gens appellent le temps, c'est une unité de mesure et que la société s'est mise d'accord pour diviser l'espace entre deux couchers de soleil en 24 portions et que la petite aiguille parcourt 2 fois le tour de l'horloge pour compter ces 24 portions. Les fractions en pointe de tarte, c'était compréhensible pour moi. Alors, je pouvais imaginer l'horloge comme une tarte. Et on voit qu'entre l'aiguille en haut et jusqu'à 9 heures, ça fait une grande surface. Alors ouais, ça il doit se passer pas mal de temps. Ça m'a donné un moyen de mesurer le passage du temps, à défaut d'être capable de le percevoir. Et à force de tenir des statistiques à propos de combien de temps je prenais chaque jour pour me préparer pour l'école, j'ai fini par savoir combien de temps ça me prend et donc à quelle heure je dois me lever. Quand j'étais au cégep, mon grand-père est décédé. J'ai compris que je pourrais plus jaser avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai eu un deuxième déclic à propos du temps. J'ai réalisé qu'on peut pas revenir en arrière dans le domaine du physique. Dans ma tête, je peux revenir en arrière. Je peux réécouter les conversations avec mon grand-père. Pendant toute mon enfance, mes mémoires visuelles et auditives étaient tellement bonnes que repenser à une situation, c'était absolument identique à la revivre. J'avais jamais réfléchi au fait qu'on peut pas revivre une situation dans le domaine physique. Mais là, ça m'est apparu évident. Je pourrais plus jaser avec mon grand-père. J'ai alors pensé que c'est sûrement ça que les gens nomment le passage du temps. C'est cet obstacle, le mur de briques qui t'empêche de retourner dans une situation donnée. En tout cas, c'est le plus proche d'une compréhension du concept de temps dont mon cerveau est capable à ce moment-ci de ma vie. À 16 ans, je suis partie de mon village pour aller étudier à Montréal, en technique d'orthèse et de prothèse. J'ai fait toute seule la réflexion sur mon choix de carrière, la procédure d'inscription au service régional d'admission de Montréal et la demande de prêt et bourse. Comme c'était avant qu'Internet existe, je pouvais pas me trouver un logement avant d'être sur place à Montréal. Mais j'avais commandé la brochure de présentation du Collège Montmorency et j'avais vu dedans qu'il y avait au cégep un babillard pour afficher les demandes de colocation et les logements à louer. Donc, en arrivant à Laval, j'ai consulté le babillard au cégep pour me dénicher une colocation avec 2 étudiantes plus âgées.
C'était juste dans la rue ici et on voit dans une des maisons à gauche et on voit au bout de la rue, c'est le cégep. D'ailleurs, c'était tellement proche qu'il m'est arrivé d'y aller en pantoufles sans m'en apercevoir avant que les autres étudiants rigolent bien de moi. J'ai échoué ma première année de cégep en technique d'orthèse et de prothèse, sans surprise, parce que je vivais un méchant gros trouble d'adaptation. J'ai changé de programme. Après 4 années de cégep, j'ai obtenu mon diplôme d'études collégiales en électrotechnique en 1998. J'ai eu mon permis de conduire 2 ans plus tard après beaucoup de pratiques dans la jungle urbaine de Montréal. J'ai commencé à travailler en vente et services techniques dans le domaine de l'électrotechnique, tout en suivant des cours du soir au cégep. J'ai presque complété le DEC en administration et j'ai complété le MCSE en informatique. Après cégep, j'ai travaillé chez Desormodal. C'était un agent manufacturier dans le domaine de l'électricité. Mon travail consistait à faire du soutien technique téléphonique et à rédiger des soumissions. Chez Desormodal, j'ai amélioré ma capacité de décomposer une tâche en sous-tâches et à faire du débogage et surtout à faire la transition d'une tâche à une autre et à faire face aux imprévus. Je vais vous donner un exemple. Quand tu es en train d'essayer de terminer la rédaction d'une soumission super longue et compliquée et que le téléphone dérouge et pas d'appel, des appels d'urgence, tu apprends assez vite à faire des transitions. J'ai eu la chance d'être bien entourée dans mon milieu de travail. Il y avait entre autres Guillaume Roberge. Guillaume, c'était un jeune préposé au soutien technique téléphonique. Guillaume, il n'avait pas de formation en électro, mais il m'a enseigné les bases de l'art de rédiger des soumissions et aussi l'art d'interagir avec des personnes qui vivent, disons, des situations de stress intense. Par exemple, il y a une fois un directeur d'usine dont la chaîne de production était stoppée à cause d'un bris d'équipement et il me dit « Je perds 300 000 $ à chaque heure d'arrêt. » J'étais obligée de lui expliquer que le fusible de remplacement dont il avait besoin le plus proche était à 5 heures d'avion d'ici. Disons que sa capacité à communiquer clairement et calmement était compromise. Et en plus, il obtient une fille au bout du fil, et d'après lui, les filles peuvent pas avoir de compétences en électricité. Alors, il finit par me crier « Je veux pas parler à une secrétaire, passe-moi le spécialiste !» Moi, je venais d'avoir 3 années à essayer de faire ma place en tant que femme en électro au cégep. Alors, je mets l'appel sur mute pour éviter de l'envoyer promener et je raconte ce qui se passe à Guillaume qui est dans le cubicule voisin du mien. Guillaume me dit « Transfère-moi l'appel. » Je lui transfère en me disant qu'est-ce qu'il va faire de plus. Guillaume l'écoute, répéter son problème, il laisse parler longuement. Et à un moment, il lui dit « Ah, mais monsieur, faudrait parler à la technicienne. Moi, j'ai pas de formation en électrotechnique. Un instant, je vous transfère. » Et là, Guillaume me retourne la pile. J'étais bouche bée. Jamais j'aurais pensé à un tel stratagème, moi. Mais vous pouvez être certain que j'ai bien enregistré la leçon. Cet incident m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il est possible de passer un message de manière détournée. En effet, je vous garantis que le directeur d'usine était particulièrement poli avec moi par la suite. Guillaume l'avait ridiculisé et réprimandé de manière indirecte. Donc même si le directeur d'usine avait décidé de se plaindre à notre patron, de quoi il aurait pu se plaindre? On avait été poli et on avait résolu son problème. À partir de ce moment-là, j'ai compris que dire directement et franchement ce qu'on pense, c'est pas nécessairement la solution la plus judicieuse. En effet, si Guillaume lui avait dit explicitement combien il trouvait le gars misogyne et stupide, Guillaume aurait eu droit à de remontrances de notre patron. Il y avait aussi chez Desormodal un vendeur qui était nommé Pierre Michaud. C'est un homme qui avait des enfants de mon âge et il a décidé de devenir mon mentor informel. Je pense qu'il avait remarqué que j'avais des difficultés au niveau des interactions sociales. Pierre, il m'a souvent amené avec lui dans des expositions industrielles ou dans des tournées chez des clients. Ça m'a permis d'apprendre les bonnes manières de la communication d'affaires. Par exemple, comment donner une poignée de main, comment s'introduire, comment bavarder avec un client pour lui faire sentir qu'il y a de l'importance et toutes les habiletés sociales qui sont primordiales sur le marché du travail. Par exemple, j'ai appris à mes dépens que quand ta collègue vient montrer son nouveau bébé au bureau, il faut dire quelque chose comme « Oh, le beau bébé! » même s'il est pas beau. Sinon, ta collègue va s'imaginer que tu as de la haine envers elle. En effet, c'est ce que Pierre m'a expliqué quand le lendemain, quand j'avais rien dit et que le lendemain,
Puis elle m'a dit, écoute, elle pense que tu l'aimes pas parce que t'as pas fait de commentaire sur son bébé. Et moi, je comprenais absolument pas. Et là, Pierre m'a expliqué. À force de travailler, j'ai appris une autre grande vérité du monde du travail. Ça, c'est que le patron ou le client, il s'attend à 80% de qualité. Bon, le pourcentage exact, là, ça peut varier d'une industrie à une autre. Mais si tu fais ton travail avec plus qu'un certain pourcentage de qualité, c'est pas rentable. Et moi qui avais cru les professeurs quand on nous martelait à l'école que faut toujours donner le maximum de qualité dans tes travaux. Je sais que pour les neurotypiques, ça semble naturel de deviner ça, mais pour les autistes, c'est un véritable choc culturel quand tu commences à travailler de s'apercevoir qu'en fin de compte, la société ne valorise pas le travail bien fait. En 2004, j'ai complété une attestation de spécialisation professionnelle en démarrage d'entreprise. Mon conjoint de l'époque et moi, on commençait à avoir une bonne clientèle de très petites entreprises. On leur offrait des services en informatique le soir et la fin de semaine. Mais les entreprises de nos clients grossissaient et ils voulaient des services la semaine aussi. Il fallait faire un choix. Soit on faisait le saut et on démarrait une entreprise à temps plein, ou on perdait nos clients. J'avais vécu beaucoup de changements d'emploi qui étaient toujours pour des raisons liées à mes déficits cognitifs, sensoriels et sociaux. Alors, je me suis dit que ça valait la peine d'essayer autre chose. Donc, en 2004, j'ai fondé une entreprise d'informatique que j'ai nommée Technophare. Mon conjoint travaillait aussi et nous avions embauché un autre technicien. J'aurais vraiment voulu vous montrer l'immeuble où se trouvait mon entreprise, mais il a été démoli. C'était face au centre d'achat, à côté du vendeur d'automobiles. Au début, quand je partis ma compagnie, je devais travailler en parallèle le soir au centre d'appel d'IKEA pour financer mon travail de gestionnaire dans Technophare parce que le travail des deux techniciens ne suffisait pas à payer mon travail de gestion. IKEA donnait une excellente formation aux nouveaux employés du centre d'appel. On apprenait les notions de base de la communication, de la résolution de problèmes, des processus d'affaires, toutes sortes de choses. En travaillant dans mon entreprise, j'ai découvert les outils de gestion de projet parce que j'étais confrontée au problème de gérer les projets de mon entreprise. À un moment, il y a juste eu trop de projets pour réussir à me souvenir des détails de chacun d'eux. Et ça suffisait plus de noter, mettons, les tâches à effectuer dans mon agenda. Et surtout, ça me donnait pas une vue d'ensemble de chaque projet et encore moins de l'ensemble des projets. Alors, j'ai cherché sur Internet et par chance, une image m'est apparue. C'était un diagramme de Gantt, comme celui que vous voyez à l'écran. J'étais fascinée. Tout d'un coup, je comprenais pourquoi j'avais eu tant de difficultés toute ma vie à planifier et organiser. Je voyais sur le diagramme les durées des tâches. Je voyais les liens de dépendance entre les tâches. Telle tâche doit être faite avant telle tâche. Je voyais des chevauchements de tâches. Telle tâche va être faite en parallèle, en même temps que telle autre. Juste à regarder le diagramme de Gantt, je devinais les étapes nécessaires pour réussir à le dessiner. Ça m'a permis de bien mieux planifier mes projets. Autant dans ma vie personnelle que professionnelle, d'ailleurs. J'ai lu plusieurs livres à propos de la gestion de projet. J'ai découvert toutes sortes d'autres outils, des techniques et des stratégies pour gérer les projets. Par exemple, la notion d'étude de faisabilité, la notion des jalons, les 4 P, le chemin critique, la méthode PERT, P-E-R-T, je sais pas comment ça se prononce, je l'ai juste lu dans des livres. La méthode agile, l'utilisation de tableau Kanban pour la gestion des tâches, etc. J'aurais bien aimé qu'on me présente tous ces outils et ces techniques au secondaire. Comme le tableau Kanban, c'est ce qu'on voit à l'écran. Ça aurait été fort utile pour mieux saisir l'ampleur des travaux, lectures et autres devoirs que j'avais à faire et aussi pour visualiser la progression du travail accompli. Quand j'étais au secondaire, j'avais de la difficulté avec ça au cégep aussi. Technophare a pris de l'ampleur et elle est restée active jusqu'à ce que je décide de la fermer en 2015. Ça a été une décision crève-cœur parce que c'était le seul milieu de travail où j'avais été vraiment appréciée de mes collègues. Mais j'étais en burn-out suite à la séparation de mon conjoint avec qui j'avais partagé 8 années de ma vie. Après avoir fermé mon entreprise, j'ai commencé à travailler comme travailleuse autonome en informatique. En 2008, j'ai déménagé à Rivière-du-Loup pour rejoindre mon nouveau conjoint. Ça, c'est une maison où on a vécu. Premier Tech m'y a embauché pour divers mandats. Entre autres, j'ai fait l'installation de robots palettiseurs dans des usines au Canada et aux États-Unis. J'ai fait la rédaction de manuels de formation pour les clients et aussi pour les techniciens. Et finalement, j'ai fait aussi la gestion de projets de mise à niveau d'équipements industriels.
J'ai connu chez Premier Tech toutes sortes de problèmes qui étaient directement causés par mes difficultés de compréhension des interactions sociales. La conseillère des ressources humaines m'a rencontrée pour me dire qu'il voyait bien que j'avais des difficultés et pour me demander comment ils pourraient m'aider pour que je puisse continuer à travailler pour eux. Malheureusement, je savais toujours pas que j'étais autiste. Et donc, j'avais pas de vocabulaire pour nommer mes déficits. De toute façon, je savais pas non plus de quelle façon elle aurait pu m'aider. Donc, j'ai vécu un autre échec, c'est-à-dire en emploi, malgré que j'étais très compétente au niveau technique. En 2013, j'ai enseigné dans un centre d'alphabétisation. J'enseignais chaque session à environ 10 groupes composés chacun de 10 personnes. Il y avait toutes sortes de gens. Des retraités, mais aussi des adultes de tous les âges qui étaient confrontés à toutes sortes de difficultés. Par exemple, certains avaient des déficiences physiques ou intellectuelles, des dépendances, des difficultés de santé mentale, des troubles d'apprentissage ou des maladies neurologiques dégénératives. En enseignant au centre d'alphabétisation, j'ai eu la piqûre pour l'éducation spécialisée. Mes étudiants m'aimaient beaucoup et la commission scolaire m'a félicité que les étudiants apprenaient plus avec moi qu'avec les enseignants précédents. J'ai enseigné pendant 3 ans. Mais bien sûr, j'ai eu des problèmes encore une fois avec mes collègues de travail. Mes collègues percevaient ma grande implication dans mon travail et ma non-participation aux activités sociales comme une haine envers elles, et aussi elles pensaient que je voulais voler leur job parce que leur poste était mieux rémunéré. Bon, bien sûr, c'était seulement des scénarios qu'elles s'imaginaient dans leur tête. J'adorais mon poste et j'aurais en aucun cas voulu changer pour un autre poste. Et aussi, elles refusaient de me croire que je pouvais pas aller au bar avec elles parce que ça me fatiguait à cause du bruit et des interactions sociales. Mais j'avais toujours pas mon diagnostic de TSA. Durant la dernière année d'enseignement, je me suis séparée de mon conjoint après 5 ans de vie commune. Probablement surtout parce qu'on vivait tous les deux beaucoup de stress au travail. Lui aussi, c'est une personne neuroatypique. Et on est encore amis à ce jour. En fait, ça fait 25 ans qu'on est amis. Alors que je devais débuter ma 4e année au centre d'alphabétisation, j'ai été congédiée. Sur la base de mon diagnostic de l'époque qui était trouble de personnalité schizoïde. Le trouble schizoïde, c'est en gros caractérisé par un manque d'intérêt pour les relations interpersonnelles. Ce diagnostic qui a été éliminé à la suite de mon diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Après le congédiement, j'ai tout perdu, y compris ma maison. J'étais à la rue et j'ai dû vivre dans toutes sortes d'endroits où j'ai subi des abus qui m'ont laissé avec des séquelles physiques et un trouble de stress post-traumatique. Le centre d'alphabétisation refusait de remplir la paperasse de fin d'emploi et, en l'absence de ces papiers, le gouvernement fédéral refusait de me verser les prestations de chômage auxquelles j'avais droit et le gouvernement provincial refusait de me verser les prestations de solidarité sociale auxquelles j'aurais aussi eu droit. J'ai été 6 mois sans revenu, sans domicile fixe, jusqu'en décembre. Le député a dû intervenir pour que je reçoive enfin mes prestations de chômage et que j'aie des services de soutien. J'ai eu accès à un travailleur de rue et aussi à un stage de 6 mois dans une ferme-école. C'est là que j'ai rencontré M. Gaétan Belzile, un agriculteur qui est un humain véritablement extraordinaire. M. Belzile, il a passé sa vie à donner des secondes chances aux laissés pour compte en tout genre. Il avait peut-être pas fait le cours d'éducateur spécialisé, mais je peux vous garantir que c'était le meilleur éducateur spécialisé que j'ai rencontré de toute ma vie. En travaillant avec lui, j'ai repris confiance en moi et j'ai décidé d'étudier en technique d'éducation spécialisée. Je me suis inscrite au cégep. J'ai débuté ma formation en technique d'éducation spécialisée à Gaspé en 2017. Je la poursuis lentement en respectant mes difficultés. Quand j'ai déménagé à Gaspé, je me suis installée à la résidence étudiante du cégep. À cet endroit-là, j'ai découvert la vie en communauté. J'avoue que les 2 premières semaines, j'étais sous le choc. C'était bruyant, incroyablement sale et il n'y avait aucun moyen d'être vraiment seule. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai été acceptée dans un groupe sans devoir jouer un personnage neurotypique.
Tout le monde, les employés comme les étudiants, savaient que j'étais autiste et malgré ça, tout le monde me parlait. Les jeunes m'invitaient même à participer à leurs activités sportives et à leurs parties. Quand je vivais des effondrements autistiques ou que j'étais physiquement malade, ils prenaient soin de moi. Moi aussi, je les aidais, de toutes sortes de façons. Je corrigeais leurs travaux scolaires, je les écoutais et je leur donnais des conseils de ma tante. On vivait dans un pavillon. C'est un immeuble qui ressemble à un immeuble à logement, mais il y a 20 à 25 chambres et on est 20 à 25 étudiants à se partager une cuisine et quelques salles de bain. Les murs étaient en carton, donc c'était impossible d'ignorer ton voisin qui pleure au milieu de la nuit ou l'autre qui invite la moitié de la communauté étudiante à faire le party dans notre cuisine. Les jeunes auraient pu me rejeter, j'avais l'âge de leurs parents, mais ils m'ont plutôt accueilli à bras ouverts. Et surtout, ils m'ont aimé comme j'étais, pour ce que j'étais. Pour la première fois de ma vie, je recevais de l'affection inconditionnelle. Pas « on va t'aimer si t'es neurotypique », non, on va t'aimer comme tu es. J'ai appris à la résidence étudiante qu'on peut pas donner ce qu'on n'a jamais reçu. Avant ça, mes amitiés étaient purement basées sur des activités et des intérêts partagés. J'avais des amis avec qui je faisais telle ou telle activité. Mais j'avais pas d'autres interactions ou des liens avec ces amis-là. Je ressentais pas d'affection particulière envers eux. Quand ils disparaissaient, sans trop que je comprenne pourquoi, je ressentais pas de tristesse ou de souffrance de leur absence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas vraiment mes amis à moi. C'était plutôt mon personnage neurotypique qui interagissait de manière transactionnelle avec ses amis à lui. Mais comment j'aurais pu nouer des liens significatifs avec des gens alors que j'avais jamais été aimée pour qui j'étais réellement? En 2020, j'ai cofondé le groupe Par et pour les autistes de l'Est avec Marianne Bérubé-Dufault. Marianne, c'est une architecte et elle est aussi autiste. Notre groupe, c'est un groupe d'entraide pour les autistes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. On peut le trouver sur Facebook. En juillet 2020, la pandémie aidant, j'ai réussi à terminer et à publier mon livre qui s'intitule c'est-à-dire l'adulte autiste, et le sous-titre c'est Comment mieux intervenir auprès des adultes autistes. Mon livre vise principalement à informer les intervenants de toute profession, mais il y a aussi des parents, des conjoints et d'autres personnes qui l'ont trouvé utile. Il est disponible gratuitement sur le site web archive.org, et même si le livre s'appelle l'adulte autiste, je vous dirais qu'au moins 80% du contenu va être aussi intéressant pour aider une personne qui est un enfant ou un adolescent autiste. J'ai aussi un blog sur Facebook qui s'appelle l'adulte autiste et sur lequel je publie des textes que je rédige et aussi je partage des contenus créés par d'autres auteurs autistes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je remercie aussi l'ADEC d'avoir eu l'audace de me donner un micro, même en sachant que je suis une autiste qui est très militante et dans un contexte où habituellement on va plutôt donner le micro aux parents ou aux professionnels. Alors, merci vraiment pour cette opportunité.